Bienvenue dans ce cours dédié à l'apprentissage de la création de sites web à partir de zéro. Dans cette première leçon, nous allons voir les bases de l'HTML qui nous permettent de créer des pages web. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance préalable pour suivre ce cours et je pense que l'HTML c'est beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Création de l'environnement de travail. En soi, vous avez besoin de rien, le bloc-notes de Windows pourrait complètement faire l'affaire. Mais dans un souci de confort pour la couleur du texte, l'autocomplétion, la vérification de la syntaxe, je vous conseille de télécharger un éditeur de code. Personnellement, j'utilise Visual Studio Code, que je vous recommande et qui est gratuit, que vous pouvez télécharger à cette adresse, mais vous pouvez vraiment utiliser l'éditeur de votre choix. L'important, c'est que vous soyez à l'aise dessus. Maintenant, téléchargez le pack de démarrage que vous trouverez dans la description ou sur la page du tutoriel, et ouvrez le fichier index.html. Index, c'est la convention, c'est le fichier racine que votre site va servir. Quand vous faites par exemple monsite.com, la première page chargée, ça sera toujours index.html. Donc vous arrivez sur ce fichier pré-rempli et pour le moment, on ne va pas s'attarder sur son contenu. On va aller dans le body et on va voir qu'est-ce que le HTML concrètement. Le HTML, c'est ce qu'on appelle un markup language. Donc c'est un langage composé intégralement de balises qui vont définir la structure de votre page et le contenu de votre page. Prenons par exemple cet exemple de texte. Bienvenue sur mon site web du futur. En HTML, vous ne mettez pas votre texte comme ça tout nu. Vous mettez des balises autour. Là par exemple, je vais mettre les balises P. Et pour fermer la balise, on fait /P. Et comme ça, entre chevrons, c'est la balise ouvrante et /P, c'est la balise fermante. Je vais ouvrir à côté pour voir le rendu. P, c'est la balise qu'on utilise pour dire que c'est du texte. Et il existe une multitude de balises, mais ne vous en faites pas, on va voir les essentiels plus tard. Une balise, elle peut également avoir des attributs à l'intérieur. Donc par exemple, class égale yellow. Les classes, c'est utilisé en CSS, mais ça on le verra plus tard. C'est juste pour que vous sachiez que ici, on peut insérer des attributs et donner des informations sur notre balise. Dans notre balise, on peut également mettre d'autres balises. Par exemple, on peut utiliser la balise B qui met le texte en gras. Donc si je fais bienvenue sur mon en gras site web du futur, ça nous met bien ici le site en gras. Et il existe également des balises auto-fermantes qui n'ont pas besoin d'être fermées avec le / et le nom de la balise. Par exemple, la balise de type image. Donc là, sur le starter pack, j'ai mis un dossier image. Donc dedans, il y a spongebob.png. Si je sauvegarde, ça me charge bien l'image ici. Et vous voyez, j'ai mon image et une image pour qu'elle sache quelle image afficher. On a un attribut qui s'appelle src et dedans, on met le chemin vers le fichier de l'image. Ça peut aussi être une URL externe. Les balises, concrètement, elles permettent à votre navigateur de savoir de quoi il s'agit et de l'afficher convenablement parce que les navigateurs, ils ont des styles prédéfinis en fonction des balises, mais ils permettent aussi au moteur de recherche d'analyser en une fraction de seconde quel est le contenu de votre page, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est juste du texte lambda. Donc si vous voulez que votre site il soit bien indexé sur les moteurs de recherche, il faut s'assurer d'utiliser les bonnes balises avant même de trop réfléchir au contenu en lui-même. Bien, si on enlève ça et qu'on regarde comment est structurée notre page initialement, on a une balise HTML qui définit le conteneur de la page, tout sera à l'intérieur de ça, et dedans on a deux balises. On a le head qui est là pour notamment mettre le titre, donner des informations sur la page et charger des fichiers de ressources. C'est des choses qui ne sont pas visibles à l'écran. À part ici, si on change le title, c'est ce qui est affiché ici dans mon onglet. Et puis, on a la balise body qui est là où on insère notre contenu HTML, donc de quoi est faite notre page. Pour ça que quand on écrit du texte ici, il s'affiche bien. Dans le head, on peut mettre des méta. Par exemple, la méta description. Qui, elle aussi, est une balise auto-fermante et qui prend pour attribut le name, donc c'est une description, et le content qui est la valeur affichée. La description, c'est utilisé par les moteurs de recherche. Vous avez souvent un titre, qui est le titre de la page, title,
et vous avez le descriptif de la page, et c'est ce qu'on trouve dans la meta-name description. Concrètement, si je tape Bob l'éponge sur Google, j'ai Bob l'éponge Wikipédia, ça c'est le titre de notre page. Et ici, Bob l'éponge est une éponge de mer carrée énergique, optimiste et très comique. Ça, c'est la métadescription. Donc, c'est important de remplir cette métadescription si c'est un site qui a vocation à être indexé. Ensuite, dans le head, on peut charger des ressources. Donc, rel égale stylesheet et href égale main.css. Pareil, c'est une balise auto-fermante qui permet de charger un fichier CSS, un fichier stylesheet. Là, on ne va pas s'en servir, mais c'est juste pour que vous compreniez ce qu'on fait dans la balise head. On peut également charger des fichiers JavaScript. Pour ça, on fait script src égale main.js et ça va charger un fichier JavaScript qui s'appelle main.js. Là, on l'a pas, ça sert à rien, mais plus tard, on va s'en servir. Enfin, on a notre balise body qui est l'endroit où on va mettre le contenu de notre site. Donc bonjour, on a un paragraphe de texte où dedans il y a écrit bonjour. Maintenant, on va voir les différentes balises qu'on peut utiliser pour remplir le contenu de notre page. Les basiques. Les balises les plus basiques, ce sont les titres. Donc, on a H1 qui est pour le titre principal. En général, on n'a que un H1 par page, parce que c'est le titre principal. Puis, on a les H2 qui sont un titre un peu moins important. Là, vous pouvez en avoir plusieurs sur votre page, ça pose pas de problème. Puis, pareil, on peut descendre H3, H4, H5. Et vous voyez que le navigateur, sans avoir rien fait, il met en plus grand le H1, puis plus on avance, plus le titre est petit. Je crois pas être arrivé plus loin qu'un H4 sur des projets de site web que j'ai, même si on peut techniquement aller plus loin. Ensuite, on a les paragraphes de texte qu'on a déjà vus, qu'on met dans les balises P. Et sur le texte, on peut faire différentes choses. Donc, je suis un paragraphe de texte, je suis souligné, je suis en gras, je suis en italique, je suis barré. Pour faire ça, pour je suis souligné, c'est avec U, les balises U, donc pour underline. Je suis en gras, on l'a déjà vu, c'est les balises B. Je suis en italique, c'est I. Et je suis barré, c'est S. Si on sauvegarde, on voit que souligné, il est souligné, gras en gras, italique en italique, et barré est barré. On peut faire ça, mais on peut aussi les cumuler. Donc si on fait un autre paragraphe, je suis tout à la fois, on va mettre. On peut faire un texte qui est gras, italique, souligné et barré. Donc U, hop, slash S, slash U. Il faut juste que ça se ferme dans le même ordre d'ouverture. Donc SS, UU, II et BB. C'est pas le plus lisible, mais enfin ça marche. Et là, on a bien du texte italique, gras, barré, souligné et barré. J'ai pas dit deux fois la même chose. Après, on a les liens. Donc, un lien, ça prend un attribut href vers notre page, donc ma page.html. Je fais cliquer ici, et là, ça me dit qu'il ne peut pas avoir ma page HTML parce qu'elle n'existe pas. Là, c'est un lien vers une page que nous, on aurait créée, mais on peut très bien mettre des liens externes, notamment vers Google. Pour ça, on rajoute HTTPS ou HTTP vers le site, va sur Google, on clique et maintenant ça nous ouvre bien google.com. Si on veut ouvrir le lien dans un nouvel onglet, on peut utiliser l'attribut target et mettre en valeur blank. Et là, on clique, ça ne nous sort pas notre page ici, on est toujours au même endroit, mais ça ouvre un nouvel onglet avec Google.
Ensuite, comme autre élément basique, on a les HR, qui sont des séparateurs. Là, je vais essayer de zoomer pour qu'on voit. On a une espèce de barre, pas hyper design, mais ça, on peut la designer plus tard, qui est présente, qui va nous servir à séparer du contenu. Et on a les images qu'on a déjà vues tout à l'heure, donc image spongebob.png. On a bien Bob l'éponge. Mais là, on voit que ça dépasse beaucoup trop parce qu'on n'a pas défini sa taille et ça prend la taille naturelle de l'image. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter l'attribut width et mettre la taille qu'on veut. Donc là, 200, ça nous met Bob l'éponge en 200 pixels. On peut aussi juste changer sa height et ça nous donne une image plus petite. Attention si vous voulez utiliser les deux en même temps, vous risquez de déformer l'image parce que ça ne va pas gérer le ratio. Les listes. Il existe deux types de listes, les UL pour Unordered List, donc liste non ordonnée, c'est juste des bullet points. À l'intérieur, on met des balises LI pour chaque item de notre liste. Par exemple, j'ai pizza, fromage, burger et pastèque. Et on a notre liste avec des pizzas, fromage, burger et pastèque. On peut également faire une liste dans une autre liste. Donc là, on peut mettre les fruits. Je rajoute mon petit emoji et avant la fin du LI, on rajoute un autre UL qui va contenir des LI. Et à l'intérieur, on remet nos fruits. Et on a donc notre liste avec les fruits et en sous-liste, on a pastèque, raisin, banane, ananas dans les fruits. Et on peut faire ça autant de fois qu'on a besoin. Le deuxième type de liste, c'est les OL, donc Ordered List, qui eux, c'est exactement la même chose, sauf que les éléments de la liste, ils sont ordonnés. Donc par exemple, une journée type de développeur, se lever, coder, manger, coder et dormir. Et là, on a en premier se lever, alors que nous, on n'a pas écrit 1. C'est comme c'est une liste ordonnée, tout seul, ça va nous mettre les chiffres. Donc se lever, coder en 2, manger, coder, dormir. Les tableaux. Les tableaux, on a la balise table qui définit qu'on est sur un tableau. Elle contient deux balises, donc il y a thead pour l'entête et tbody pour le contenu du tableau. Dans chacun, pour créer une ligne, on utilise tr, donc que ce soit dans l'entête ou dans le body. Puis pour définir une colonne, donc une cellule, dans le header, on met th et dans le body, on met td. Donc par exemple, dans l'entête, je veux qu'il y ait écrit prénom, une autre cellule, une autre colonne avec le nom, et pour finir, on va mettre l'âge. Et puis, en dessous, dans le contenu, on veut remplir ces cellules. Donc pour le prénom, je peux mettre Jean. En nom, je mets François. Et en âge, je mets 12. On peut mettre plusieurs lignes. Donc Jean-François, Isabelle Françoise, elle a 22 ans. Et Isabella Francesca, elle a 32 ans. On a bien notre tableau avec les prénoms, les noms et les âges. Là, on remarque que le nom, il se centre au lieu d'être aligné à gauche. Ça, c'est une particularité du tableau et du navigateur qui décide de faire ça sur les éléments de l'entête. On peut utiliser l'attribut align égale left et ça nous aligne bien le texte à gauche. Les formulaires. Les formulaires, ça permet la saisie de données utilisateurs. Pour ça, un formulaire, on le met dans des balises form qui va servir de conteneur aux différents champs de saisie, comme un champ de texte, des cases à cocher, des radio-boutons.
des boutons radio. On va commencer par les inputs et les labels. Donc on va faire un label qu'on va appeler prénom. On va mettre un retour à la ligne avec BR. Et on va créer un input. On va lui définir son type. Donc là, c'est un champ de texte. Donc type égale texte. Et on définit le nom de ce qu'on attend. Donc là, on va mettre que c'est le prénom. Donc first name. Par convention, on code en anglais. En général, un label, on le rattache à son input. Donc pour le rattacher, on ajoute un ID qui est un identifiant unique sur notre champ. On va l'appeler first name. Et le label, on va lui dire qu'il est rattaché à ce first name, donc label for first name. Ici, ce qui est attendu, c'est l'ID de l'élément auquel il se rattache. Si on recharge, on voit bien que j'ai mon label prénom avec le champ de texte ici. Si je clique sur prénom, ça m'ouvre directement l'input. Et ça, c'est parce qu'on l'a rattaché avec for. Si je ne sauvegarde pas ça, il ne sait pas à quel champ il est relié, et du coup, au clic sur prénom, il ne m'ouvre pas automatiquement la saisie sur le champ texte. C'est pour ça que c'est important de les mettre. Un autre point important, c'est d'utiliser l'attribut placeholder, où on va mettre un exemple de valeur attendue. Par exemple, on met Jean en gris, donc ça montre que c'est pas encore saisi. On pourrait avoir comme valeur Jean comme prénom. Donc ça aide l'utilisateur à savoir quel type de données est attendu dans ce champ. Et là, on met Wawa. Maintenant, on va voir les radio-boutons. Donc, vous êtes un, et on va mettre le choix entre adulte ou enfant avec un bouton radio. On va les mettre dans un div pour qu'ils soient chacun à la ligne. Input de type radio cette fois. On lui met un ID qu'on va appeler child. Le name, c'est la donnée attendue, donc là c'est le type, est-ce qu'on est adulte ou enfant. Et la valeur de ce bouton radio, qui là est enfant pour le premier. Et on crée notre label rattaché à ce bouton radio, donc label for child. Et dedans, on met notre texte, donc enfant. On fait pareil pour adulte. Donc l'ID, c'est adulte. Ici, adulte en français. Et la valeur, pareil. On peut sauvegarder la valeur, par contre, en français. Ce n'est pas du code, c'est quelque chose qu'on pourrait s'envoyer dans un email. Et le name, c'est toujours le type. Si on sauvegarde, on a bien, vous êtes un enfant ou un adulte. Et si on clique, ça bascule l'un à l'autre parce qu'ils sont reliés entre eux. Ils sont reliés entre eux grâce au type. Grâce au name, pardon, parce que ils ont tous les deux types. Si on écrit n'importe quoi, les deux peuvent être sélectionnés parce qu'ils ne sont pas reliés entre eux par rapport à leur nom. Autre chose, si on a envie que de base il y ait une valeur qui est sélectionnée, on peut utiliser l'attribut checked, qui n'a pas besoin de valeur, c'est juste checked. Et là, on voit que enfant est sélectionné par défaut quand je recharge la page. Maintenant, on va voir les cases à cocher, qui est sensiblement la même chose que les boutons radio, sauf qu'on peut sélectionner plusieurs choses en même temps. Donc, vous aimez, et là, j'ai même envie de copier-coller un des deux. Là, on va mettre like, parce que c'est ce qu'on aime. On aime soit le chocolat, donc label for chocolate, ce qui est affiché à l'écran par contre en français, valeur en français. On enlève le fait que ce soit coché par défaut. Et on est en type checkbox. On fait pareil pour une deuxième valeur, donc le sport. Et valeur sport. Vous aimez le chocolat ou le sport, et ou le sport, on peut cocher, décocher, ils sont bien reliés entre eux, mais on peut en sélectionner plusieurs, ce sont des cases à cocher. Ensuite, autre type d'éléments d'input, on a l'input file, qui permet à l'utilisateur de charger un fichier depuis son ordinateur, donc on peut faire label for profile picture, photo de profil, on met un retour à la ligne, et on rajoute notre input, donc de type file,
et on lui met l'ID pareil pour qu'il soit relié au label. Si on sauvegarde et qu'on clique, il me dit photo de profil, il n'y a rien de choisi. Et si on clique, il m'ouvre mon ordinateur et il me permet de choisir un fichier. Et puis pour finir, on va voir l'input de type Submit, qui est le bouton qui va valider le formulaire. En value, on met le texte qu'on veut à l'intérieur du bouton, donc envoyer. Au moment où on appuie, ça va submit le formulaire en fonction de ce qu'on va connecter comme action derrière. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va voir tout de suite ensemble. Si jamais vous avez envie de faire que votre formulaire il fonctionne et qu'il vous envoie un email pour les valeurs qui ont été saisies dedans, vous pouvez utiliser la solution formspree.io qui va faire en sorte que une fois que les utilisateurs saisissent le formulaire, ça vous envoie un email. Et le tout sans que vous ayez à coder la moindre ligne. Donc avec les connaissances que vous avez déjà maintenant, vous êtes à même d'aller suivre leur tutoriel pour installer ça sur votre site. Les renégats. Quand on n'a aucune balise qui correspond, on a deux choix qui se présentent à nous. On a soit les divs, donc la balise div, qui est un conteneur dans lequel on va mettre notre contenu, donc bonjour, je suis du texte, et ça va à chaque fois forcer un retour à la ligne. Donc ici, bonjour, je suis du texte, c'est dans un même div, et après on a notre paragraphe de texte. Mais si par contre on est sur du texte, on a un autre choix qu'utiliser une div. Mon texte est jaune. Si on veut mettre ce bout en jaune, on va devoir utiliser une balise pour pouvoir cibler juste cet élément et le colorer en jaune, juste lui. Pour ça, on peut utiliser la balise span qui ne provoque pas de retour à la ligne. Donc là, mon texte est jaune, il est là. C'est un span dans un P. Pour l'identifier, on utiliserait par exemple la classe yellow et en CSS, on fera un style sur la classe yellow pour que l'élément soit en jaune. Comment progresser? Maintenant que vous avez les bases, exercez-vous. Découvrez et essayez d'autres balises que vous pouvez trouver ici. Préférez, c'est w3schools.com/html où à l'intérieur vous avez des exos, des explications et vous avez toutes les différentes balises qui existent avec les explications, le détail pour chaque balise. Si vous êtes récalcitrant à l'anglais, il existe aussi la doc fournie par Mozilla qui donne des informations très bien et le tout en français. L'idéal, ça reste quand même de faire du cross-source et de mélanger les sources pour trouver les informations et les comprendre en ayant des infos de différentes sources. Prochaine étape. Bravo à vous d'être arrivé jusqu'ici, j'espère que vous prenez plaisir dans votre apprentissage. Vous êtes désormais prêt à attaquer le CSS dans la vidéo suivante.